Entre-temps, Madame René, donc il faut... Je peux commencer? Oui, ça va. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui. Et Monsieur le président du jury. Non, Madame René, donc vous devez attendre puisqu'on a relancé. D'accord. Oui. Donc, oui, bonsoir à tout le monde. Donc, on va assister donc, à la dernière séance de la journée, la dernière soutenance. Il s'agit de la soutenance de Madame Marie-Édith René dans un sujet intitulé « Analyse des effets des crises sur l'enseignement, apprentissage dans les écoles publiques à Jérémie, Haïti ». Nous avons donc un jury composé du docteur Nelson Sylvestre comme encadreur, du docteur Providence comme rapporteur, et moi, votre serviteur, docteur Gilles-Marie Saint-Martin, comme président. Madame René, donc vous avez 10 minutes donc, pour faire votre présentation. Et ensuite, le rapporteur va faire ses remarques, qui sera enchaîné tout de suite par le docteur Nelson Sylvestre, votre encadreur. Donc, Madame René, vous avez 10 minutes pour votre présentation. Merci. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence et l'attention portée à mon travail de recherche intitulé « Analyse des effets des crises sur l'enseignement-apprentissage dans les écoles publiques à Jérémie ». Permettez-moi de commencer en rappelant une évidence. Selon l'UNESCO 2015, l'éducation est reconnue comme un droit humain fondamental et un moteur essentiel du développement durable. Elle constitue également un levier de développement humain, social et économique, car elle permet de former des citoyens capables de contribuer activement au bien-être collectif. Cependant, dans un pays comme Haïti, ce droit essentiel reste fortement fragilisé par des crises à répétition. Ces crises perturbent la continuité pédagogique, fragilisent les écoles, compromettent la qualité de l'apprentissage. La commune de Jérémie illustre bien cette situation. Jadis se nommait la Cité des poètes, elle possède une riche tradition culturelle. Pourtant, son système éducatif public fait face à des difficultés majeures. De plus, des événements naturels aux catastrophes matérielles, tels le séisme de 2010, l'ouragan Mathieu en 2016 et celui du 14 août 2021, ont aggravé la vulnérabilité des écoles. Enfin, les crises sociopolitiques et les grèves des enseignants entraînent de longues périodes de fermeture. Oui. C'est dans ces contextes que se situe ma démarche, guidée par la question suivante. Comment les crises affectent-elles l'enseignement-apprentissage dans les écoles publiques à Jérémie? Il s'agit de comprendre à la fois les effets concrets des crises sur les infrastructures et la pédagogie, mais aussi les effets psychosociaux sur les élèves et enseignants, ainsi que les stratégies de résilience mises en œuvre pour assurer une certaine continuité éducative. Pour répondre à cette question, les objectifs suivants ont été fixés. Premièrement, décrire les perturbations causées par les crises dans les écoles publiques et sur la qualité des apprentissages. Deuxièmement, analyser les conséquences matérielles, organisationnelles et psychosociales de ces crises, ainsi que les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les acteurs. Pour atteindre ces objectifs, la démarche qualitative et descriptive a été adoptée. Pour ce faire, plusieurs outils de collecte ont été mobilisés.
Les entretiens semi-directifs auprès des enseignants, des élèves, des directeurs d'école, des parents et des cadres de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse. Cette méthode a permis de recueillir des témoignages riches, détaillés et nuancés, tout en laissant aux participants la liberté de s'exprimer, des groupes de discussion pour émerger des perceptions collectives, des questionnaires pour compléter les données et une analyse documentaire à partir du rapport des institutions. Les résultats montrent que les crises entraînent des perturbations majeures. Fermeture fréquente des écoles, retard dans le programme et dégradation des infrastructures. Les effets sur les acteurs varient. Les élèves subissent l'échec, le retard, l'abandon et troubles psychosociaux. Les enseignants connaissent surcharge de travail, stress, démotivation. Les familles rencontrent des difficultés financières et ne peuvent pas toujours soutenir leurs enfants. Les directeurs et cadres de la direction départementale font face à une gestion complexe avec des moyens limités. Ces effets révèlent également une dimension sociale importante. Les élèves issus des familles modernes subissent plus fortement les conséquences, car ils ne peuvent pas compenser les lacunes par des groupes particuliers ou un soutien privé. Excusez-moi. Oui. Non, c'était ça. Madame. Madame René, il semble que vous êtes perdue dans oui, votre... Je suis là. Oui, oui. Oui. Donc, il faut continuer parce que le temps avance. Oui, les crises. Effet sur l'apprentissage, sur l'enseignement-apprentissage. Donc, sur le plan pédagogique et organisationnel, on observe une baisse de niveau académique avec une augmentation des échecs, du décrochage, anxiété, peur et démotivation chez les élèves et enseignants. Absentéisme, grève prolongée dans certaines écoles. Pour y faire face, différents acteurs développent des stratégies de résilience. Les directeurs d'école fusionnent des classes de même niveau, hébergent les écoles en difficulté. Les enseignants improvisent des cours et s'entraident entre collègues. Les parents, selon leurs moyens financiers, organisent des petits groupes de soutien. Les élèves pratiquent l'entraide et l'auto-apprentissage. Les institutions et ONG contribuent ponctuellement pour la réparation d'écoles ou la distribution de matériel. Malgré ces efforts, donc vous avez 2 minutes, donc il faut bien exploiter le temps. Les inégalités sociales restent marquées. Les enfants défavorisés accumulent les lacunes, accentuant les écarts entre élèves. Ces résultats montrent que les crises fragilisent fortement le système éducatif haïtien, perturbent la transmission des savoirs et accentuent les liens sociaux. Les stratégies locales de résilience existent, mais
reste limité par le manque des ressources et les inégalités sociales. En conclusion, la richesse a permis de montrer que les crises perturbent profondément l'enseignement apprentissage à l'école publique de Jérémie. Elles entraînent des conséquences multiples, matérielles, organisationnelles et psychosociales. Toutefois, elles suscitent aussi des formes de résilience, même si elles demeurent fragiles et insuffisantes. Comme piste de solutions, on propose de former et de soutenir psychosocialement les enseignants, mettre des dispositifs d'enseignement adéquats, modules, cours à distance, implication active des familles et de la communauté, amélioration des infrastructures scolaires, renforcement de la collaboration entre le ministère, aux collectivités locales et ONG. Donc, merci, Madame Renée. Donc, merci de votre attention. Je vous attends pour les questions. Merci. Merci pour votre présentation. Donc, mais on voit que vous avez des difficultés normalement pour maîtriser donc l'informatique. Mais en ce sens, si vous avez bien maîtrisé votre travail, vous devez continuer donc à parler et ensuite présenter correctement votre travail pour mieux exploiter le temps. Mais quand même, merci pour la présentation. Donc, on arrive à saisir normalement et relativement donc, le contenu de votre travail. Maintenant, donc, je donne la parole au docteur Providence. Donc, pour ces remarques. Merci, Monsieur le Président. Je commence par saluer mon collègue Nelson, membre du jury, et je félicite Madame Renée pour ce travail, même si on a eu pas mal de difficultés à vraiment suivre sa présentation. Mais je dois le dire, j'ai apprécié la qualité de son travail. Ça fait partie pour moi en tout cas, des meilleurs documents, tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Et c'est dommage qu'elle n'arrive pas à vendre son produit correctement, parce qu'elle aurait pu le faire, mais bon, elle a prétexté un problème avec sa caméra. Je lui demande d'abord, est-ce qu'elle peut mettre la caméra pour moi? On arrête le partage d'écran. C'est pas. Je veux voir ton visage. J'ai bien le droit de voir ton visage. Tu arrêtes l'enregistrement. Marie. Oui, docteur. Arrête le partage d'écran et mets ta caméra, s'il te plaît. Je veux voir ton visage. D'accord. Bon, alors, le stress fait beaucoup de choses, on le sait. On a vu qu'elle était stressée. Bon, il n'y a pas lieu, vraiment, il n'y a vraiment pas lieu d'être stressé. Surtout, moi, je peux vraiment dire que j'ai apprécié son document, même s'il y aura des romans. Il faut éloigner l'autre ordinateur. Ah, d'accord. Ah, je croyais que Wilson était derrière. C'est pour ça que je voulais voir. Mais je ne vois pas Wilson. Hein? Bon, alors, c'est vraiment... alors, félicitations pour le travail. On va faire d'abord des remarques sur le fond. Bon, on va commencer avec la forme et ensuite sur le fond. Mais l'idée, c'est, comme d'habitude, d'abord d'apprécier la qualité, mais d'insister sur les éléments pouvant améliorer le travail. Parce qu'à la fin, tu auras à déposer ce travail-là dans la bibliothèque de l'IUS pour que les autres puissent l'utiliser. Déjà, je te remercie pour
ce choix de travailler sur Jérémie. Il y a très peu de travaux sur la ville de Jérémie. Bon, on comprend pourquoi, parce qu'il y a très peu d'étudiants, en tout cas, qui poursuivent vraiment jusqu'au bout leurs études. Et j'ai bien compris que tu as eu plus de temps que les autres, parce que effectivement, on voit bien que tu as pu respecter le canevas, tant sur la pagination, la mise en forme, mise en page même, hein, et là, je tenais à le souligner. Les premières remarques concernant la forme, et même si tu as toujours eu la volonté d'appliquer les règles, mais tu as oublié quelques éléments. D'abord, quand tu fais les citations, d'accord, si tu as une citation avec une citation directe avec le numéro de page, comme c'est le cas un peu partout dans ton document, il faut que cette citation, si c'est une citation courte, il faut qu'elle soit placée entre guillemets, ce que tu n'as pas fait. D'accord? Quand c'est une citation longue, c'est-à-dire plus de 6 lignes, à partir de 6 lignes, il faut mettre le texte en retrait. Je reprends exactement ce que je disais aux étudiants dans le cours de méthodologie. D'accord? Donc, tu dois ajuster ça parce que c'est un peu partout dans ton texte, même si on reconnaît l'effort d'écriture. J'ai bien aimé, en tout cas, lire le texte. Bon. Maintenant, on a dit au niveau de la page de couverture, remerciements, tout semble bien présenté, les figures également. Le résumé semble pertinent, hein, bien rédigé, même si tu gardes le style narratif. Hein, par exemple, tu dois ajouter dans ton résumé les indications sur ton échantillon, taille, critères, outils d'analyse, etc., pour vraiment faire ressortir les principaux résultats déjà dans ton résumé. Parce que le résumé doit permettre au lecteur de comprendre le travail, hein, dans son ensemble. C'est-à-dire ce qui t'a motivé à travailler, sur quoi tu as décidé de travailler et quels sont les outils et techniques que tu as mobilisés. Concrètement, hein, ce n'est pas d'indiquer, ouais, méthodologie qualitative, non, ce n'est pas ça. D'accord? À ce moment-là, ton résumé va être vraiment plus percutant. Dans ton introduction générale, j'ai bien apprécié la contextualisation et surtout l'utilisation de travaux comme ceux de l'UNESCO. Tu as même évoqué Sen, Amartya Sen, que c'est un auteur que j'aime bien et surtout j'aime bien dépasser son... Hein? C'est vrai qu'il fait un lien direct avec entre la liberté et, si vous voulez, la démocratie. Donc, il y a une bonne formulation de la problématique, mais quand même, il y a des répétitions, il y a des citations, vraiment beaucoup de citations. Je voudrais bien en pointer une question à ton directeur de mémoire, hein, parce qu'il aime bien poser aux étudiants cette question-là. Hein, c'est quelle est ta part des choses? Hein, parce que tu as fait, c'est bien utiliser les auteurs. Donc, la première question à laquelle tu vas devoir répondre, c'est avec autant de citations, quel est le pourcentage en termes de réflexion personnelle que tu pourras nous dire, tu vas nous donner, même si j'ai particulier, tu vas nous dire le pourcentage selon toi qui t'appartient. OK? Donc, ça, c'est la première question.
Alors, sur ton premier chapitre qui traite des fondements théoriques, je trouve qu'il est bien structuré. Hein? Donc, globalement, c'est un travail équilibré. Hein? Équilibré, quand je dis équilibré, donc les chapitres sont en équilibre. Et entre l'introduction et la conclusion, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein? Donc, vraiment, et je trouve que c'est un travail fort appréciable. Hein? Bon, alors, dans ton chapitre, ton premier chapitre, les fondements théoriques, je trouve que c'est bien structuré. Il y a des concepts qui traitent de l'apprentissage, d'enseignement, avec des références que je trouve qui sont pertinentes. Hein? Bon, tu as utilisé Bourdieu, tu as utilisé Vygotsky. Voilà, donc je trouve que ça peut, en tout cas, ce que tu as mobilisé comme théorie tient là-haut. Sauf, comme pour les autres étudiants, on le répète, il faut toujours prendre du recul par rapport à tout ce que les autres ont raconté dans leur société, dans leur contexte, pour vraiment démontrer ce qu'on va nous-mêmes apporter. Hein, parce que la réalité est toujours bien plus complexe que la théorie. D'accord? Et d'autant plus que les théories, généralement, s'inscrivent dans un contexte donné. Et donc, ça veut dire que si on... Parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre le travail de l'IUS. C'est parce que les uns et les autres veulent bien continuer à dire selon Proudhon, selon Bourdieu, selon je ne sais qui d'autre, selon Marx, etc. Mais à quand selon vous-même? À quand selon Docteur Providence? Selon, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se contenter de répéter machinalement tout ce que les autres ont dit dans leur contexte, tandis que notre contexte est vraiment très, très différent. Donc, voilà pourquoi je t'invite à prendre un peu de recul pour un meilleur positionnement par rapport à ces théories-là que tu as mobilisées. Dans ton chapitre 2, qui traite de la méthodologie, je trouve que c'est très clair, même si j'aurais une question sur la méthodologie, une question de fond, puisque tu utilises plusieurs... Donc, est-ce que tu peux nous préciser ton échantillon? D'accord? Et c'est-à-dire, tu montres dans cet échantillon-là quels sont les sous-groupes que tu as. Hein? Et deuxièmement, volet, après avoir précisé ton échantillon, tu vas nous dire pourquoi finalement tu as un échantillon aussi fragmenté. Qu'est-ce que ça te permet de démontrer? Donc, c'est ça, parce que tu as des élèves, des parents d'élèves, etc., etc. Donc, tu as pas moins de 5 outils. Hein? Donc, j'aimerais savoir comment tu fais l'équilibre. Qu'est-ce qui te permet, sur quoi l'équilibre de ton travail, sur quel instrument l'équilibre de ton travail, on peut reposer l'équilibre de ton travail. Bon. Donc, justification de terrain, hein, donc on a bien apprécié les acteurs, voilà, mais il faut nous préciser l'échantillon. Il faut, dans le corps du texte, vraiment justifier hein, le choix de chaque instrument, guide d'entrevue, questionnaire, donc il faut justifier à chaque fois. Donc, je t'invite vraiment à faire attention. Il ne suffit pas de mettre quelque chose, puisque si on se rappelle de cette règle basique de Bachelard, il ne faut rien accepter pour vrai sans qu'il ne soit démontré. Autrement dit, le chercheur, même en sciences sociales, est dans la démonstration. Chapitre 3 qui traite des résultats empiriques. Je vois qu'il y a des témoignages. J'aurais pu te demander comment tu as fait pour analyser tes données
qualitatives, hein, issues des entretiens. Hein, comment tu as fait? Bon, donc je te pose la question, je fais exprès. Hein, bon, tu as présenté des tableaux, je trouve que c'est bien présenté. Ça apporte vraiment une vue globale, surtout puisque tu es dans la description. Mais encore une fois, tu n'as pas fait le retour, hein, dans ton interprétation, tu n'as pas fait le lien avec les théories ou le cadre théorique que tu as mobilisé. Et ça, c'est un peu dommage. Même si dans les témoignages, je sens qu'une richesse, hein, c'est vrai, mais il faut toujours, c'est pas parce qu'un tel dit ta, et puis tu mets comme ça. Il faut aussi, après avoir dit, voilà ce que les répondants ont signalé, et à ce moment-là, tu interprètes. Et là, tu peux être critique en disant que oui, le ministère ou je ne sais pas, hein, selon ce que toi-même tu veux démontrer. Alors, ça manque dans ton chapitre 3, cet aspect-là, même si c'est très riche, très intéressant, les données que tu as présentées. Chapitre 4, je fais exprès de, hein, je balaie tout à l'heure le travail, Monsieur le Président. Dans ton chapitre 4, voilà, il y a, comment on peut dire ça, c'est ce chapitre qui devrait vraiment montrer l'interprétation par rapport au regard de tout ce que tu as mobilisé comme cadre théorique, mais il y a des interprétations restent très générales, Hein? Tu as une richesse, mais tu ne t'appuies pas sur cette richesse-là, les données que tu as collectées. Hein? Par moment, on dirait que tu avais, même avant de réaliser le travail, tu avais déjà des choses arrêtées dans ta tête. Hein? Alors que si les données pourraient confirmer, mais tu ne t'appuies même pas sur ces données vraiment pour confirmer ce que tu avais en tête. Donc voilà pour le chapitre 4. Hein, je trouve que dans la conclusion, et c'est ça aussi, j'invite les autres à suivre ce modèle, il y a une synthèse claire, il y a des choses qui sont rappelées, puis il y a des, si on veut, les notions de base qui, voilà, en termes de rappel, bon, il y a des recommandations qu'on peut dire qui sont en tout cas qui seraient pertinentes, mais on voit bien que comme il n'y a pas d'ouverture, même sur le contexte caribéen, à ce moment-là, on se demande, voilà, est-ce que ces recommandations-là, parce qu'il faut toujours essayer de donner au lecteur des éléments de comparaison. Par exemple, j'ai pris la Caraïbe, on aurait pu prendre un autre département du pays, hein, puisqu'on est à Jérémie, peut-être à Jacmel, c'est différent parce que tu as lu quelque chose d'un étudiant qui avait travaillé sur Jacmel et voilà ce que l'étudiant avait trouvé. C'est contraire à ce que toi-même tu as vécu. Peut-être, hein, je dis. Donc, c'est pour montrer, quand on fait des recommandations, il faut toujours des éléments de comparaison pour vraiment pas justifier la recommandation, mais pour montrer la pertinence. Sa pertinence. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Maintenant, je t'invite à prendre en compte ces remarques et surtout à répondre à mes questions. Je suis en train d'attendre parce que je me réserve le droit de revenir, Monsieur le Président, si jamais il y a besoin pour vraiment, encore une fois, aider l'étudiant à améliorer son travail. Mais toutes mes félicitations pour la qualité du document. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur Providence. Donc, je vais donner la parole donc, à l'encadreur de l'étudiante. Mais à partir de ces remarques assez intéressantes donc, sur son travail,
Donc, lorsque l'étudiante aura la parole, j'aimerais donc qu'elle fait un résumé donc, dans son travail. Donc, pour rattraper donc, et la performance et de ça, je ne veux pas dire la mauvaise performance, et la performance controversée donc, de sa présentation. Donc, elle peut nous dire donc, quel est l'objectif visé à travers ce travail, quels sont les résultats donc, de son travail, et ensuite, quelles recommandations, donc, quelles sont les principales recommandations. Maintenant, et professeur Sylvestre, je pense que vous avez la parole. Votre micro est fermé, professeur. Oui, votre micro est fermé, toujours fermé. Oui, et merci. Merci, docteur Saint-Martin. Merci, docteur Providence. Alors, Marie-Édith, je pense que ça a été bien pour toi parce que c'est pas facile d'entendre docteur Providence dire c'est pas mauvais le travail. Donc, s'il le dit, cela signifie que c'est tout à ton honneur là. Et effectivement, Marie-Édith a fait un très, très grand effort. Et je crois que, malgré les difficultés confrontées par elle, elle a su sortir du lot. D'ailleurs, à l'IUS, son cas est un peu spécial et pour des raisons indépendantes de sa volonté. L'année dernière, elle n'avait pas pu avancer. À mi-chemin, elle a dû s'arrêter. Donc, il semble que docteur Nelson Sylvestre rencontre des difficultés techniques. Question d'accident, de maladie. Docteur Nelson, il semble que vous rencontrez des difficultés. Ça revient. Oui, oui. Et ça revient. Donc, oui, ça va. Finalement, elle a pu travailler et commencer. Et finalement, elle a réussi à finaliser le travail. Et il y a des points forts dans son travail. Et je vais rappeler quelque chose que rarement on trouve dans les travaux d'étudiants. Si vous remarquez bien, elle a parlé de catastrophe matérielle pour faire référence à cette question, à cette situation de crise. Mais en général, on parle de catastrophe naturelle. C'est qu'elle a compris très clairement qu'il y a des événements naturels aux catastrophes. Et ça rentre d'emblée dans son travail. Je pense que c'est ce qu'on doit rechercher chez les étudiants. Essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, quand on lit le travail, on va toujours voir qu'elle fait attention à ne pas utiliser des concepts impropres, même quand ces concepts sont très populaires. Et je pense que c'est le grand apport dans son travail. Et que je lui avais demandé, mais quel problème qu'il y a? Eh bien, elle a dû me faire une liste de problèmes. Mais après examen, on s'est mis d'accord qu'il n'y avait pas de problème. C'était, si vous voulez, dans la routine même des choses. Il fallait, de préférence, trouver les problèmes réels en matière d'éducation. Donc, je pense que finalement, dans tout le travail et sur le plan de la forme, elle a cherché à bien équilibrer chaque section, chaque chapitre et chaque paragraphe. Et il y avait pas mal d'éléments qu'elle a dû éliminer parce que souvent, j'ai eu à dire, écoutez, qu'est-ce que cela vient faire ici?
Par exemple, si on va à la page 59 de son travail, il faut bien remarquer qu'avec les entrevues pour les parents, eh bien même les parents arrivent à comprendre qu'est-ce que cela signifie, faire fonctionner une école alors qu'on vit des moments de crise. Et que ce n'est pas uniquement répéter tout ce que l'on sait déjà, mais c'est de chercher à cerner les dimensions de ce qui arrive et continuer à faire fonctionner. Mais je dois dire que il y a eu un premier effet de cette crise, pas sur l'enseignement-apprentissage, mais peut-être sur le ministre de l'Éducation nationale, qui, de passage à Jérémie, était en but à affronter pas mal d'exigences. Et c'est justement ces éléments-là que Marie-Édith essaie d'introduire dans son travail. Que les responsables ne s'amusent pas à voir dans les crises des moments pour ne rien faire, mais qu'ils apprennent à faire quelque chose pour que les étudiants ou les élèves puissent bénéficier de l'apprentissage. Donc, c'est pourquoi l'enseignement doit viser l'apprentissage sur les deux versants. L'apprentissage, si vous voulez, des élèves, mais il y a également l'apprentissage transmis. Parce que si un apprentissage n'est pas transmis, eh bien, cet apprentissage ne saurait être acquis. Je reprends ce point-là. Quand on dit enseignement-apprentissage, c'est vrai que dans l'apprentissage, les élèves doivent bénéficier de quelque chose par l'acquisition de connaissances. Mais et si l'enseignant vient et que l'apprentissage transmis n'est pas adéquat, encore qu'on serait dans une période de crise? Je pense que son travail, c'est une invitation justement pour les responsables de faire mieux et principalement à Jérémie. Bien entendu, dans le travail, personnellement, j'ai des points finalement que Marie-Édith n'a pas su introduire ou du moins corriger, parce que j'ai vu là quelques tournures. Par exemple, quand on dit les données recueillies, je n'aime pas quand les étudiants écrivent ces choses-là, données recueillies, non? Et pour moi, les données sont collectées ou recollectées. Et on s'est mis d'accord qu'effectivement, il fallait éliminer ça. Ensuite, j'avais toujours dit, en présence des problèmes constatés, il faut indiquer des pistes de solutions concrètes. Je pense que sur ce point-là, elle a pu le faire. Donc, finalement, je suis d'accord d'avis que le travail, c'est un travail très, très bien fait et que les lecteurs sauront tirer pas mal de points. De toute manière, on va également continuer à travailler pour améliorer avant le dépôt final du texte. Voilà en gros ce que je pourrais moi-même dire. Mais l'expérience avec Marie-Édith était vraiment bien. Il y a eu certains chevauchements au départ, mais il s'est rattrapé au final. Merci, docteur. Donc, Madame René, donc, vous avez la parole maintenant donc, pour réagir. Essayez d'ajuster donc votre caméra parce qu'on ne voit pas votre visage. Et ton micro est fermé, votre micro est fermé. D'accord. Je vous remercie infiniment pour les remarques que vous m'avez formulées. Donc, Monsieur le Président,
suis docteur Providence, le président de l'INES, et mon encadreur, docteur Nelson. Donc, tout d'abord, je vais répondre aux questions du docteur Providence concernant l'échantillon. Donc, pour l'échantillonnage, donc, et pourquoi un échantillon aussi fragmenté? Donc, pourquoi? C'est parce que je voulais toucher plusieurs groupes de personnes. Donc, concernant le sujet même, et quand on parle de crise qui affecte l'enseignement-apprentissage au niveau dans les écoles publiques à Jérémie, donc il y a plusieurs acteurs. Donc, il faut écouter ces acteurs-là pour voir leur point de vue afin de tirer conclusion. Donc, c'est pourquoi j'ai pris soin d'avoir des entretiens avec des parents, avec un questionnaire pour les élèves. J'ai entretenu avec des cadres de la direction départementale d'éducation et aussi avec 16 directeurs d'école et des groupes d'élèves. Oui. Donc, concernant, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, il y a une première question à laquelle j'aimerais apporter réponse concernant l'apport des pourcentages de réflexion personnelle dans le texte. Et au niveau de l'introduction, que le docteur Providence m'avait posé cette question. Donc, en vérité, je veux dire, et quand vous avez un tel sujet à traiter, donc il y a déjà des écrits qui sont déjà là sur le sujet. Donc, on essaie de trouver et partout autant d'écrits possibles pour voir comment on va les accommoder avec le sujet. Donc, c'est au niveau, le pourcentage personnel de ma contribution dans les textes, je peux dire ça se tourne au niveau de 60%, 60 à 70%. Bien. Et concernant les résumés que le président avait demandé de faire, donc, je ne sais pas s'il y avait un problème d'écoute. Donc, au niveau des objectifs de recherche, donc les objectifs étaient ainsi: décrire les principales perturbations que les crises infligent au fonctionnement des écoles publiques et la qualité de l'apprentissage. Analyser les conséquences matérielles, organisationnelles, psychosociales des crises sur les enseignants, les élèves, les familles, ainsi que les stratégies d'adaptation et de résilience mises en œuvre pour assurer la continuité. Donc, comme résultat, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Et donc, il y a une lecture du travail, donc un résumé, un bref résumé, donc on a trouvé que les crises affectent réellement l'enseignement-apprentissage. Donc, il y a des fermetures d'écoles, des fermetures fréquentes d'écoles. Il y a des retards dans le calendrier scolaire. Il y a une baisse de niveau des élèves. Il y a aussi la démotivation des enseignants ainsi que des élèves. En gros, c'est ça. Donc, comme recommandation, j'avais demandé, en quelque sorte, que
qu'on renforce la formation et le soutien psychosocial des enseignants. D'accord? Qu'on renforce les infrastructures scolaires et les ressources pédagogiques. Qu'on développe des programmes de soutien psychosocial pour les élèves et les enseignants, etc. D'accord, Madame René. Oui. Donc, vous avez terminé? Oui. Oui. Docteur Providence, est-ce que vous avez des remarques, d'autres remarques? Non, ça va. Je pense que elle a bien noté. Et la preuve, même les questions avaient été notées. J'espère qu'elle a bien noté les remarques pour qu'elle puisse améliorer son texte. D'accord? Donc, je n'ai pas d'autres questions, sinon de lui dire vraiment courage pour la suite, parce qu'il faut corriger et j'espère qu'elle fera partie des étudiants à proposer un article pour les prochaines publications du CRS. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Dr. Nelson. Oui. Vos derniers mots, s'il y en a. Bon, de toute manière, et je pense que il y aura une amélioration du texte parce que j'ai pu constater quelques éléments manquants et je suis d'accord avec le docteur Providence. Je pense que c'est un texte ou un article sérieux pourrait être élaboré en vue des prochaines publications. Et parce que cette année, les publications prendront une tournure autre. On veut avoir justement des problèmes clairement identifiés et des pistes de solutions concrètes et proposées, de manière à ce que finalement, ces productions-là, ces réflexions scientifiques servent la cause des communautés. Ça, c'est très, très important. Et c'est le rôle du CRS au niveau de l'IMES. C'est vrai qu'on peut faire des études théoriques, mais il faut apporter de l'eau au moulin, comme on dit. Bon, il n'y a plus de moulin en Haïti. Hein? Il n'y a plus de moulin. D'accord, professeur. C'est bon. Oui. Madame René, donc vos derniers mots. Donc, je remercie profondément le grand architecte de l'univers de m'avoir donné la sagesse, de m'avoir accompagné pour la réalisation de ce travail. Et mon remerciement va également à l'institution des sciences universitaires, à l'institution universitaire des sciences réelles, d'avoir mis ce programme sur pied pour des jeunes, des moins jeunes, des vieux, comme nous. Je remercie également le docteur Providence. Je remercie mon encadreur, mon infatigable encadreur, le docteur Nelson, pour tous ces mots d'encouragement, son accompagnement, son accompagnement tout au long de ce travail. Je remercie aussi pour le président du jury d'avoir présidé, d'avoir assisté à la soutenance de mon travail. Merci. Et Wilson, alors, on ne remercie pas Wilson? Non? Non? Bon, ok, je vais l'appeler. Oui. Merci, Madame Willy. C'était la dernière soutenance de la journée. Donc, demain, on aura d'autres soutenances, peut-être tous, toutes invités, donc, pour assister aux soutenances. Donc, bonne soirée. Donc, à demain. Merci.